Bon, il y a un peu de sérieux. Un peu de sérieux, on m'a dit. Yeah. Est-ce qu'on peut utiliser ça comme un genre de action? Donc moi, c'est Melda, docteur Melda. Je suis pédodontiste et je suis diplômée de l'Université européenne de Madrid, où j'ai fait du coup mon cursus global, donc mes 5 ans de dentisterie générale. Puis je suis rentrée à Paris, où j'ai travaillé dans un excellent cabinet de pédiatrie. J'ai eu une mentor absolument exceptionnelle dans un cabinet à Créteil. Et en parallèle, donc, de travailler en pratique à Paris, je faisais aussi mon experto à Madrid, qui m'a duré 2 ans. Comment est-ce que je suis arrivée à Dubaï pour la première fois? J'y suis venue un petit peu en traînant les pieds, je vais pas me mentir. C'est pas forcément mon style de vie, je suis pas quelqu'un d'extrêmement urbaine de base, mais je savais que Paris, j'allais pas y faire toute ma vie. J'ai eu cette proposition d'un congrès, de présenter un congrès de pédiatrie à Dubaï. Et mon associé me dit « Viens, on y va ensemble, on va le présenter ensemble. Ça va être super, c'est l'occasion aussi de découvrir la ville et de voir un peu des dentistes internationaux. » Donc je me suis un peu prise au jeu et on est parti. Je me souviens être assise devant la Burj Khalifa et je l'ai regardée et je lui ai dit « Écoute-moi, c'est ici que je dois être. » Je me suis sentie extrêmement bien dans cette ville, à tel point qu'on a même raté notre vol au retour et c'était inconscient, on n'a même pas fait exprès. À partir de là, j'ai commencé à faire des allers-retours toutes les 6 semaines, donc je continuais que travailler à Paris. Mais je passais par Dubaï toutes les 6 semaines. C'était un peu une manière pour moi de me dire est-ce que j'étais complètement en désillusion ou est-ce que j'ai vraiment un projet à aller faire dans cette ville. J'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'ont guidée. J'ai commencé à me faire des copines, j'ai commencé à projeter ma vie ici, à rencontrer aussi des dentistes et des cliniques. À tel point que du coup, en mai 2024, des grands sparts viennent les grandes décisions. Je décide du coup officiellement d'annoncer mon expatriation et de prévoir mon expatriation pour du coup décembre 2024. Il commence tout le process mental d'une expatriation, préparation de papier, préparation d'affaires. J'avais quand même comme objectif numéro 1 de garder un plan B à Paris si mon plan A, qui était devenu Dubaï, ne fonctionnait pas. Donc je n'étais pas sortie de la cellule. Mon appartement était toujours en location. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis assurée qu'à tout moment, je pouvais revenir en arrière sur cette expatriation si ça ne fonctionnait pas. Voilà. J'ai pas lu tous mes pions d'un coup en me disant je pars tout, je pars du jour au lendemain. Non. C'est vrai que quand tu arrives à Dubaï, après, tu comprends vite pourquoi il y a beaucoup de dentistes qui débarquent ici. La ville, elle est jeune, elle est internationale et tout bouge très vite. Donc, pour des personnes qui ont un petit peu cette volonté d'innovation, cette volonté de vouloir aller plus loin, c'est vrai que c'est quand même une destination qui est très, très intéressante. Et en fait, pour être honnête aussi, si j'ai commencé à regarder ailleurs, hors France en tout cas, c'est que surtout en France, en fait, j'en voulais plus. J'étais franchement accablée par les charges, que ce soit des charges financières ou des charges administratives. Ça m'a mis en fait dans un moment où j'avais un peu ce mood bizarre, où finalement tu finis par faire le minimum un peu par protection, alors que je savais les potentiels de pouvoir faire beaucoup plus, et que surtout j'avais vraiment cette volonté ardente de vouloir créer, de vouloir innover, de vouloir faire quelque chose de grand. Et en fait, en France, j'étais arrivée un petit peu au bout de ce que je pouvais apporter, en tout cas voilà, dans ma perception de carrière. Alors que du coup, quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai ressenti l'inverse, c'est-à-dire que c'est une ville où on t'encourage à grandir, les gens sont là pour te conseiller, les gens sont là pour te faire évoluer et tu rencontres plein de personnes tellement influentes. Et sur le chemin, j'ai rencontré des personnes absolument remarquables de par leur expérience, de par leur gestion de carrière, leur gestion personnelle. Et du coup, j'ai été entourée vraiment de personnes qui m'ont apporté, qui m'ont fait découvrir. Et ça a été juste incroyable pour Dubaï. Les démarches administratives. Donc là, je vous les raconte comment est-ce que moi, je les ai vécues. Okay, déjà, ce qu'on ne dit pas, c'est que bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses, voire quasiment tout, que tu peux faire en ligne. Donc je te conseille vraiment de préparer ton expatriation en amont. Les examens peuvent se passer aussi en amont, peuvent se passer depuis la France. Et ça vous évite de venir à Dubaï sans avoir votre licence, donc ça veut dire sans pouvoir travailler. Chose que j'ai fait. J'ai regretté. Est-ce que j'ai terminé sur le canapé de chez les amis pendant 2 mois parce que je n'avais plus d'argent? Absolument, oui. Donc en fait, initialement, il n'y a pas vraiment besoin d'être à Dubaï. Tout ce qui est depuis la France. Le seul moment où réellement vous aurez besoin d'être à Dubaï, ce sera pour la recherche d'emploi, mais qui se fait en fait en fin de parcours. Je vais vous récapituler très brièvement comment est-ce que ça se passe pour les papiers. Là, je prends ma petite paperasse parce que moi, c'est intraitable. Donc en fait, ça commence, le parcours commence par la licence de la DHA. Donc là, c'est un peu le début du marathon administratif et j'avoue que j'ai un petit peu sous-estimé naïvement
la charge que ça pouvait être. Je m'étais dit franchement, trop papier, c'est réglé, merci beaucoup. Absolument pas. Les prérequis, ils sont précis et ils sont en constante évolution. Ils sont stricts. Donc, c'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans la case qui est écrite dans leur prérequis, ça ne passe pas. Ce sera rejeté. Donc, il y a pas moyen de négociation ou quoi que ce soit. C'est vraiment extrêmement strict. Je vais vous mettre, de toute façon, en description de la vidéo, ce qu'on appelle le PQR. C'est les exigences pour chaque diplôme. Donc, en fonction de là où vous avez fait vos études, quel diplôme vous avez, les spécialités, parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Toutes les spécialités ne sont pas forcément reconnues par la DHA. Moi, par exemple, mon experto n'a pas été reconnu parce que c'était 2 ans, alors je considérais qu'une spécialité de pédiatrie, c'est 3 ans minimum. Donc j'ai dû m'inscrire de manière différente pour être pédodontiste ici à Dubaï. Donc, première étape, il y a le test d'éligibilité. Donc là, grossièrement, c'est le moment où tu crées ton compte de la DHA, tu remplis tout, et la patronne te dit si tu vas être admissible ou pas. Donc, c'est déjà un premier filtre. Donc, dans mon cas, comme je vous dis, la pédodontie n'a été pas reconnue, et je sais qu'il y a beaucoup de spécialités qui ne le sont pas, surtout qu'en France, on a très peu de spécialités en réalité. En implanto, par exemple, il faut avoir fait réellement le début d'implanto. Idem pour l'orthomessie. Toute formation privée d'orthodontie ne fonctionne pas ici à Dubaï, il faut avoir fait l'internat. Donc voilà, donc ils ont plusieurs exigences comme ça. Ça permet déjà d'avoir une idée de est-ce que mon profil peut passer pour la DHA ou pas. Ensuite, la deuxième étape, c'est la chasse aux papiers. Et là, ça a été la plus longue pour moi parce que on doit rassembler un maximum de papiers que la DHA nous demande. Idem, je ne vais pas m'étaler sur le sujet de tous les papiers parce que c'est vraiment du cas par cas en fonction des diplômes, etc. Celui pour lequel j'ai le plus galéré, et pourtant c'est un papier mais qui est d'une simplicité pas possible, ça a été le certificat de bonne conduite qui est émis en fait par l'Ordre des dentistes français. Combien de temps à votre avis? Combien de temps vous pensez que j'ai mis à avoir ce certificat de bonne conduite qui prouve que je n'ai tué personne? 3 mois. Préparez-vous en amont et estimez le temps nécessaire parce que ça peut prendre du temps de juste en fait récupérer les papiers. Ensuite, il faut les traduire, il faut les certifier avant de passer à une autre étape qui s'appelle le data flow. Donc le data flow en fait c'est un peu comme une plateforme qui vérifie tout. Donc ça vérifie l'authenticité, ça vérifie ton diplôme, ça vérifie ton expérience, l'exactitude, etc. des papiers que tu donnes. Et pour ça, pareil, encore une fois, le data flow, j'ai attendu 1 mois à peu près qu'il vérifie tous mes papiers. Et ensuite, le data flow repasse les papiers authentifiés à la DHA pour que la DHA statue du coup sur le sort. Est-ce que c'est bon pour eux, ça passe? Est-ce que c'est pas bon pour eux? Ça ne passe pas. Plot twist numéro 3, évidemment. Ce n'est pas possible. Voilà, j'ai été revisée par la DHA maintenant que je l'ai fait. Donc j'ai dû... en fait, ils me redemandaient. C'était un cercle un petit peu... c'est un cercle un peu vicieux, c'est-à-dire qu'ils me redemandaient des nouveaux papiers. Ces papiers-là, il faut imaginer qu'il fallait les refaire traduire, les refaire certifier, les refaire passer au data flow, les redonner à la DHA. Vous voyez un peu la longueur de comment est-ce que ça peut être amené. Et il y a eu ce fameux examen de prométrie, donc de la DHA. Pareil, que j'avais très clairement sous-estimé. Moi, je suis une ponceuse, hein, c'est-à-dire que j'y vais un peu tête baissée. Et je sous-estime un peu parfois les choses. Donc, du coup, cet examen de la DHA, c'est 150 QCM de sueur. Parce que en fait, c'est un examen qui est extrêmement vaste. Il couvre quasiment toutes les stés de la dentisterie. Donc, ça va de l'endo à la paro, à la tédo, à la rento. On repasse sur de la prothèse fixe et de la prothèse amovible. Oui, désolé, je n'ai rien retrouvé. Voilà, on repasse aussi sur des trucs comme ça. Et je pense qu'en fait, juste, ça faisait des années que j'avais pas ouvert des bouquins. J'avais peut-être ouvert plus de books que de bouquins, ça fait sûr en fait. Donc j'ai dû un peu me remettre dedans. Première fois, je l'ai raté. Je l'ai lu la deuxième fois et il a décidé de le passer 3 fois. Donc j'avoue que j'étais pas extrêmement sereine quand même pour cet examen. Il y a eu un moment où franchement, je me suis dit que ça allait pas le faire. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, c'est déjà une grosse partie du travail, il faut trouver une clinique. Et donc là, je vais vous donner un petit peu mes bonnes surprises et mes warnings sur les recherches de cliniques. Alors, j'ai appris assez rapidement que ici, les cliniques, elles fonctionnent vraiment comme des entreprises et comme des startups. C'est-à-dire qu'il y a un marketing qui est puissant, il y a vraiment des placements qui sont stratégiques, des équipements qui sont derrière écrits, etc. Mais ils cherchent du coup des profils de personnes assez particuliers. Ils cherchent des diplômes particuliers, ils cherchent des langues parlées particulières. Donc, fort heureusement, j'avais fait des études en anglais. Je suis devenue après bilingue en espagnol et le français est ma langue maternelle et je parle arabe de par mes origines. Donc j'avais amené cette chance-là. Donc moi personnellement, j'ai trouvé la mienne sur LinkedIn. En fait, j'ai ouvert mon profil Haller et les cliniques sont venues finalement à moi en me proposant donc, des postes en pédiatrie. Évidemment, vous en doutez, c'est un peu comme en France. C'est toujours un petit peu plus facile parce que c'est niche.
Donc du coup, j'ai pas mal de cliniques qui m'ont contactée. Et en fait, je suis allée, quand je me suis dirigée vers une clinique qui m'avait été conseillée par une connaissance qui allait travailler avec eux, donc une clinique qui est très sérieuse, avec qui je bosse maintenant, qui est la Dr. Joy Clinic. Et en fait, je pense que ce qui est très important, c'est de trouver une clinique qui est à ton image, de bien vérifier le sérieux des cliniques. Parce que Dieu sait combien de scams j'ai pu entendre de cliniques ici à Dubaï ou de fonctionnement qui n'étaient pas clairs au niveau management, etc. Donc, bien vérifier la réputation de la clinique. Et autre chose, le contrat se négocie en arrêt. C'est-à-dire que ça fonctionne vraiment comme une entreprise. Quand on a son entretien d'embauche, on nous demande quelles sont nos prétentions salariales et tout se négocie. C'est quelque chose que j'ai tout maintenant découvert parce qu'ici en France, ça n'existe pas. Ici à Dubaï, ça se négocie jusqu'au billet d'avion et jusqu'aux primes que tu peux avoir en fonction de certaines choses que tu fais, par exemple du marketing, par exemple de la création de contenu, etc. etc. Tout ça se négocie vraiment en amont avant de même mettre les pieds dans la clinique. Un sujet qui vous questionne et qui vous taraude, et je comprends, franchement je comprends, c'est les salaires, la rémunération, et à quel point ça peut être une bonne opportunité de travailler à Dubaï, et à quel point ça peut être une meilleure opportunité qu'en France, en termes de lifestyle et de qualité de vie, en fonction du salaire qu'on gagne en tant que dentiste. Déjà, et je l'ai beaucoup reçu en message privé, on me demande combien est le salaire moyen d'un dentiste à Dubaï. Cette question est extrêmement vaste, parce qu'elle va dépendre de tellement de facteurs. Ça peut vraiment aller du kit au double, au triple, au quadruple. C'est-à-dire que il y a les dentistes qui peuvent gagner moins, il y a les dentistes qui peuvent gagner extrêmement. Donc ça peut vraiment aller du kit au double. Donc nous ne sommes pas tous la clinique Versailles, mais déjà il faut savoir qu'à Dubaï, rien n'est figé. Comme je vous ai dit, tout se négocie en amont. Il y a plus ou moins 2 formats qui existent ici à Dubaï pour les salaires. Donc il y a le format commission. Ça, en gros, ça ressemble un peu au modèle français de Libéral, c'est-à-dire que tu prends un pourcentage de ton chiffre d'affaires, la clinique prend l'autre pourcentage. On va dire que c'est le modèle qui est un peu plus répandu ici pour quelqu'un et pour un dentiste qui est expérimenté et qui a déjà sa patientèle ici à Dubaï. Ou bien pour quelqu'un qui veut sa totale liberté et qui est prêt à, au début, ne pas avoir forcément les salaires qui suivent le niveau ici. Il existe aussi un autre format qui s'appelle le format Basic Salary plus Bonus. Donc, il y a un salaire fixe qui est déjà très confortable quand on négocie bien et en fonction de sa spécialité, etc. Auquel s'ajoutent des prix si on dépasse un certain chiffre d'affaires. Donc, moi, c'est celui que j'ai choisi parce que, comme dentiste nouvellement arrivé, je voulais prendre confiance en moi avant d'avoir un nom, avant d'avoir une patientèle solide. Je voulais vraiment un minimum qui soit déjà confortable pour vivre et être sûr de pouvoir me permettre de vivre ici à Dubaï. Et du coup, ça m'a permis, en fait, en parallèle, de me concentrer sur mes patients parce que même si j'en voyais pas beaucoup par jour, du coup, j'ai pu me concentrer un peu plus sur la qualité de mes soins, sur mon intégration, sans avoir vraiment ce stress finalement d'être rentable dès les premiers mois à Dubaï. Soyons honnêtes, en tant que dentiste à Dubaï, on gagne très bien sa vie. Je dis ça factuellement, d'autant plus que il n'y a pas de taxes, donc ça veut dire que c'est zéro. Tout ce que vous gagnez, vous le gagnez pour vous à 100%. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup moins de bureaucratie. Tout fonctionne très très vite, plus efficace. Et dans ma clinique, tout est géré vraiment comme une entreprise. Donc il y a un management qui est très carré, des objectifs qui sont clairs et qu'on nous donne dès le début, et une communication qui est fluide. Et en fait, du coup, ça fait que rien n'est flou. Les objectifs sont posés par l'entreprise. Les patients sont amenés par l'entreprise, par la clinique. Et ensuite, c'est à nous, en tant que dentistes, de faire notre travail de dentiste et que ça. Donc, il n'y a pas de gestion de facturation, il n'y a pas de gestion d'assurance, il n'y a pas alléluia. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on gère pas du tout. Donc, ça permet vraiment de se focus sur son exercice. Et ça, moi, ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a dégagé beaucoup de temps. L'assurance santé. On ne pense pas forcément. En fait, la clinique, elle te fournit, et c'est obligé pour faire entreprise à Dubaï, elle te fournit une assurance santé de base, donc qui couvre toutes les urgences médicales, etc. Et ensuite, si on veut une couverture santé un petit peu plus premium, des spécialistes, rendez-vous gynécologue, maternité, etc., dentaire, ophtalmo, il faut rajouter une somme en plus sur la santé. J'ai envie de dire, en France, on le fait aussi finalement avec la mutuelle, donc c'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau. Important par contre, ici, on ne cotise pas pour la retraite. Donc il faut penser à investir et à préparer sa retraite seul. Donc à structurer vraiment son épargne dès le début de son exercice à Dubaï. Et là, je parle pour les familles. La scolarité à Dubaï coûte très cher et rien n'est pris en charge par l'État. Donc du coup, c'est quand même un poste énorme de dépenses à anticiper quand on a des enfants et qu'on veut s'expatrier à Dubaï.
Construire sa patientèle à Dubaï, moi, comment ça a été pour moi mes premiers pas à Dubaï. Ici, les réseaux sociaux sont rois. C'est-à-dire qu'en fait, les patients regardent beaucoup le travail du praticien via les réseaux sociaux, son style, son branding, etc. Ça, c'est très important ici à Dubaï et ça prend vraiment une grande partie. En plus d'être bon en termes de technique, il faut être bon en termes de communication. Il faut être bon sur du marketing, ça demande vraiment des profils qui sont assez particuliers. Et j'ai eu cette discussion avec ma mère qui me dit en tant que médecin, qui a travaillé dans l'hospitalier, moi je pourrais jamais faire ça en fait, parce que je ne peux pas vendre ma profession, je ne peux pas vendre le médical. Pour elle qui a travaillé dans le public toute sa carrière, c'est juste impensable. Et à Dubaï, c'est le cas. Donc il faut être prêt un petit peu comme ça. Et c'est la première fois d'ailleurs que j'ai dû faire à vraiment me vendre finalement, que en France, et encore une fois, encore plus en pédodontie, les patients viennent à nous, on ne va pas les chercher. Là, c'est l'inverse. On va chercher les patients, on fait des démarches X et Y pour rapporter une patientèle. Après, une fois que la patientèle est créée, elle est créée. Mais en tant que nouveau arrivant à Dubaï, ça prend du temps. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font demi-tour à ce moment-là parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à créer une patientèle réelle. Parce qu'il y a beaucoup d'offres à Dubaï, il y a beaucoup de cliniques, il y a beaucoup de dentistes. Il y a des profils excellents partout. Donc, il faut vraiment se démarquer par Skin Personal Branding ici à Dubaï en tant que dentiste. Moi, j'ai eu, encore une fois, énormément de chance. C'est que je suis tombée sur une clinique qui a été absolument incroyable avec moi du début à la fin, qui ont tout de suite su, dans nos rendez-vous stratégiques, voir mes points forts et qui, du coup, ont réussi à mettre une équipe marketing derrière moi qui a été prêt à me mettre en avant et voilà, à créer mes premiers contenus, mes messages, etc. Ce qui a fait que, du coup, ça a attiré des patients qui me ressemblent. Et pour moi, ça a été vraiment... c'est un bonheur incroyable de pouvoir travailler ici à Dubaï parce que mes patients sont... Je vous adore, voilà. Parce que vous voyez ces vidéos, je vous adore. J'ai eu aussi à intégrer, parce qu'il y a différentes branches au sein de ma clinique, ils ont su me mettre dans une branche en ayant la stratégie de se dire elle va fonctionner avec ses collègues dans cette branche-là. En fait, tout est pensé. Tout est vraiment pas laissé au hasard. Tout est pensé par la clinique. Donc, mes collègues, ils me ressemblent. Je travaille dans une atmosphère qui me ressemble. Et ça, c'est juste un peu la magie de Dubaï, finalement. Quand tout ça s'aligne, les patients arrivent, les patients restent. Et c'est le début d'une carrière. Je ne peux pas, encore une fois, parler de cas personnels pour chaque personne. Je vais très prochainement ouvrir quelques plages de consulting où je pourrais vous écouter sur des rendez-vous d'1 heure, où je vous ferai répondre à un questionnaire en amont pour savoir un petit peu votre profil, l'étudier, vous éviter du coup de reproduire les erreurs que j'ai pu produire et vous donner vraiment la vraie expérience de vraiment quelque chose qui se passe sur le terrain, parce que je sais qu'il y a à boire et à manger sur toutes ces informations d'expatriation et en plus pour les dentistes. Et il y a beaucoup de flou artistique. Donc étant ici et étant française, je pense que je peux faire une espèce de prix entre la France et Dubaï, de manière à pouvoir faciliter le parcours de certaines personnes dans la limite de mon possible, évidemment, parce que toute la paperasse reste à faire de manière personnelle et je ne pourrais pas la faire pour vous. Mais par contre, je pourrais vous guider de par mon expérience dans tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram, MeldaBE. Vous aurez un petit peu le lifestyle de Dubaï, comment ça se passe pour une dentiste, et tout le parcours que j'ai pu avoir du coup à Dubaï jusqu'ici et beyond. Donc je vous embrasse, c'était un plaisir de vous avoir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je ferai certainement des vidéos un peu plus précises sur l'examen, sur la licence DHA, sur l'obtention des visas, sur les logements. Il y a eu tellement de questions. Donc je ne vais pas vous retenir trop longtemps sur cette vidéo. J'essaierai d'accéder avec des contenus un peu plus précis sur certains thèmes. Voilà, s'embrasse!